Le médecin commence l'autopsie d'une femme, mais sur la table d'autopsie, son cœur recommence à battre. Alors, revenir à la vie vous a-t-il apporté la paix ou une douleur inattendue? L'horloge indiquait un peu plus de 9 heures du matin. Le soleil réchauffait déjà les tuiles du toit de la modeste école où enseignait Micaela Ramirez. Tout le monde l'aimait. Elle avait une manière si douce que même les élèves les plus agités s'asseyaient tranquillement pour l'écouter. Son sourire était doux, comme le vent qui faisait bouger les rideaux de la classe. Ce jour-là, comme toujours, elle entra dans la classe avec ses cahiers serrés contre sa poitrine et une tasse de thé à la camomille à la main. « Bonjour mes chéris, prêts à apprendre ?» Les enfants répondirent en tant chœur, certains encore endormis, d'autres souriants, comme s'ils savaient qu'avec maîtresse Micaela, tout était possible. Elle commença à écrire au tableau, expliquant quelque chose sur les planètes tout en les dessinant soigneusement une à une. Une petite fille aux longues tresses leva la main et demanda « Maîtresse, la Terre tourne vite. » Micaela se retourna, la craie toujours à la main, et sourit. Elle tourne si vite que nous ne le sentons même pas. C'est comme un manège invisible. Soudain, elle s'est arrêtée de parler. Sa main tremblait légèrement. La craie est tombée sur le sol et a fait un bruit sec. Une seconde plus tard, son regard s'est voilé. Elle a posé sa main sur sa poitrine, a fait 2 pas chancelants et s'est effondrée sur le sol de la classe, entre les bancs des enfants. « Maîtresse, maîtresse Micaela !» Le cri d'un des élèves rompit le silence. Les enfants se levèrent, effrayés, certains pleurant, d'autres essayant de s'approcher. Un employé de l'école accourut, tandis que le directeur appelait une ambulance. Tout se passa très vite, mais cela resta gravé dans la mémoire de chaque enfant, comme si le temps s'était arrêté. Micaela ne répondait à aucun appel. Ses yeux étaient fermés, son corps immobile. La main d'une petite fille toucha la sienne. « Elle est vraiment froide », murmura-t-elle d'une voix tremblante. L'ambulance arriva quelques minutes plus tard, sirène hurlante et roulant à toute vitesse comme d'habitude. Les ambulanciers se précipitèrent, mirent Micaela sur une civière et l'emmenèrent en d'urgence. Alors que les enfants regardaient par la fenêtre, ne comprenant pas ce qui se passait, certains pleuraient doucement, se serrant les uns contre les autres. Dehors, la matinée se poursuivait comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur de cette école, tout avait changé. À l'hôpital, l'atmosphère était silencieuse et empreinte d'attente. Micaela était allongée dans un lit blanc, entourée de fils et de machines qui émettaient des bips de temps en temps. Ses yeux étaient toujours fermés, son visage pâle. Il était difficile d'imaginer que cette femme, si pleine de vie, qui remplissait la classe de joie, était maintenant allongée immobile, comme si elle n'était plus de ce monde. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, des tests, des médicaments, des tentatives pour la réveiller avec des stimulations. Mais les jours passaient lentement, les uns après les autres, et Micaela ne montrait aucun signe d'amélioration. C'était comme si elle était partie loin, dans un endroit où personne ne savait si elle reviendrait. Julien, son mari, ne quittait pas l'hôpital. Il dormait assis sur une chaise dure à côté du lit. Il lui tenait la main tous les jours, comme si sa chaleur pouvait ramener la femme qu'il aimait. « Mon amour, si tu m'entends, reviens-moi », disait-il à voix basse, les yeux rougis par les larmes. La mère de Micaela, Doña Isabel, était également toujours à ses côtés. Un chapelet à la main, elle priait sans cesse, demandant à Dieu de ramener sa fille. Mais le temps passait. 3 jours entiers s'écoulèrent sans aucun signe d'amélioration. Puis, le matin du 9e jour, 2 infirmières entrèrent dans la chambre, marchant lentement. L'une d'elles vit le moniteur. Il était éteint. L'autre s'approcha du corps de Micaela et vérifia son pouls. Puis, elle vérifia si elle respirait. Rien. Elles se regardèrent et l'une d'elles secoua tristement la tête. Il n'y a pas de battement cardiaque. Je pense que c'est pour cela que le moniteur est éteint. L'autre l'a confirmé à voix basse. Elle est morte. Julien s'est levé à ce moment-là, comme s'il avait reçu un coup de poing dans la poitrine. « Non, attendez, ce n'est pas possible. Elle n'est pas morte !» a-t-il crié en saisissant le bras de sa femme. « Vous ne voyez pas, elle dort simplement. Elle va se réveiller. » Les infirmières ont essayé de le calmer, mais ses yeux étaient remplis de désespoir. « S'il vous plaît, vérifiez encore une fois. Juste une fois de plus. Elle a toujours eu un pouls très faible. Il pourrait être caché. » Doña Isabel arriva en courant, à bout de souffle, les yeux écarquillés. Que se passe-t-il? Julien pleurait. Ils ont dit qu'elle était partie. La femme s'approcha lentement de sa fille, comme si elle n'arrivait pas à y croire. Elle toucha son visage, puis ses cheveux, posa sa tête sur la poitrine de Micaela et resta là en silence. Puis elle murmura « Ma fille, reviens-moi ». Les infirmières écrivirent quelque chose sur un tableau. L'une d'elles soupira. « Nous allons prévenir le médecin légiste. Ils doivent emporter le corps. » Et elles quittèrent la chambre, laissant derrière elles une mère agenouillée au pied du lit,
pleurant en silence, et un mari le visage caché dans ses mains, comme s'il ne voulait pas voir la réalité qui venait de s'abattre sur eux. Micaela Ramirez était officiellement morte, mais dans cette chambre, personne ne pouvait accepter cette vérité. Julien faisait les 100 pas dans le couloir de l'hôpital, les yeux rougis et la chemise froissée. Il n'avait rien mangé depuis des heures et avait passé la nuit précédente sans dormir. Il s'assit sur une chaise dure, regardant par la fenêtre sans rien voir. Son cœur semblait prêt à sortir de sa poitrine. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le sourire de Micaela, la façon dont elle jouait avec les mots, le son de son rire qui semblait désormais si lointain. Quand il vint rechercher le corps de Micaela pour l'emmener à la morgue, quelque chose en lui hurla. « Attendez !» dit-il, presque sans voix, en courant dans le couloir. « Attendez encore un peu, s'il vous plaît. Elle n'est pas morte. » 2 médecins se tenaient à la porte de la chambre, prêts à l'emmener. L'un d'eux tenta de le calmer. « Monsieur Julien, je sais que c'est difficile, mais tous les tests ont été effectués. Elle ne présente aucun signe vital. Nous ne pouvons rien faire de plus. »« Non, » répondit-il avec force. « Vous ne connaissez pas Micaela comme moi. Elle a toujours eu un pouls faible depuis son enfance. Parfois, on aurait même dit qu'elle arrêtait de respirer quand elle dormait. » L'un des médecins regarda l'autre avec impatience. « Nous avons déjà suivi tout le protocole. 2 professionnels différents l'ont confirmé. Vous étiez dans la pièce. Il n'y a pas d'erreur. » Julien s'agenouilla sur le sol, les mains crispées, les yeux remplis de larmes. Il semblait supplier non seulement les médecins, mais aussi Dieu, la vie, le temps. « S'il vous plaît, juste quelques heures de plus. Juste ça. Elle va se réveiller. Je le sais, monsieur Julien. Il faut déplacer le corps. Je suis désolé. » Il se leva lentement, titubant, et s'approcha du lit. Il toucha le visage froid de Micaela. Il passa ses doigts dans ses cheveux avec une tendresse qui faisait mal. « Mon amour, je suis là. Si tu peux encore m'entendre, reviens-moi, reviens. » Mais elle ne répondit pas, et les médecins commençaient à perdre patience. L'un d'eux appela 2 infirmières pour préparer le transfert. « Nous allons l'emmener. »« Non !» cria Julien en saisissant le drap. « Pour l'amour de Dieu, ne m'enlevez pas ma femme. Elle n'est pas morte. Je suis désolé. Je le jure sur tout ce qui est sacré. Elle est vivante. » Le médecin prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Je comprends votre douleur, mais le corps est déjà en train de lâcher prise. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. » Doña Isabel, qui se trouvait à l'extérieur, entendit les cris et se précipita à l'intérieur. Lorsqu'elle vit sa fille recouverte, prête à être emmenée, elle fondit en larmes, le cœur brisé. « Ma fille, mon Dieu, ma fille !» Julien prit la main de sa belle-mère et dit fermement. « Vous le sentez aussi, n'est-ce pas, qu'elle est toujours là ?» Doña Isabel, le visage couvert de larmes, regarda le corps de sa fille et acquiesça. « Je suis désolée, dans mon cœur de mère, elle n'est pas partie. » Le silence envahit le couloir. Les médecins ne savaient pas quoi dire. Le temps s'était arrêté. C'était comme si le monde attendait quelque chose. Doña Isabel resta là pendant plusieurs minutes, peut-être beaucoup, peut-être peu, mais suffisamment pour remplir cet instant d'amour et d'espoir. Elle passa ses doigts dans les cheveux de sa fille, lissa délicatement une mèche et répéta « Si tu peux encore m'entendre, reviens-moi ma fille, reviens-moi s'il te plaît. » Ce n'est qu'après un certain temps qu'elle les laissa emporter son corps. Mais avant cela, elle se pencha, embrassa Micaela sur le front et lui dit très doucement « Où que tu sois, ma voix te trouvera. Je t'aime, ma fille. » Et là, dans ce couloir froid, le cœur brisé par le chagrin, Doña Isabel les laissa emporter le corps de sa fille. Mais elle ne cessa pas un seul instant de croire que Micaela était encore en vie. Ernesto Salgado était un médecin légiste expérimenté, mais il ressentait encore le poids de chaque corps qu'il examinait. Il avait récemment été muté dans cet hôpital de campagne où tout était plus simple, plus calme, mais où la douleur était plus perceptible. Il avait vu beaucoup de choses, des tragédies, des accidents, des adieux difficiles. Mais ce matin-là, lorsqu'il reçut l'ordre de pratiquer l'autopsie d'une jeune femme nommée Micaela Ramirez, quelque chose en lui se serra. Il entra dans la chambre froide, le dossier à la main. Il le lut rapidement. Enseignante, 25 ans, aucun antécédent médical grave, diagnostic non concluant, mort subite. Lorsqu'il souleva le drap blanc qui recouvrait le corps, ses yeux s'arrêtèrent un instant. Le visage de Micaela n'était pas celui d'une personne décédée paisiblement. Elle avait l'air triste. La couleur de sa peau n'avait pratiquement pas changé. Ses lèvres étaient encore roses et il y avait quelque chose dans son expression, un calme étrange, qui le fit froncer les sourcils. Ernesto recula d'un pas, comme si quelque chose l'avait poussé. Il passa la main sur son visage et prit une profonde inspiration. Il se parla à voix basse. « Pourquoi ai-je ce sentiment ? Cela n'a aucun sens. » Il regarda les instruments posés sur la table métallique, les gants, le scalpel et les pinces. Tout était prêt.
Tout était comme d'habitude, mais il ne pouvait pas commencer. Il fit le tour de la civière, observant les détails. Les cheveux noirs de Michaela brillaient encore. Ses ongles étaient manucurés. Elle portait une alliance discrète au doigt, signe qu'elle était mariée. Il reprit le dossier et le lut lentement. Aucun signe de traumatisme, rien qui expliquait clairement sa mort. Ernesto s'approcha à nouveau et lui toucha doucement le bras, même s'il avait déjà un certificat de décès. « Je ne sais pas, mademoiselle. Quelque chose ne va pas chez vous. » Il posa sa main sur son cou. Il resta silencieux pendant quelques secondes. Rien. Tout était si calme, trop calme. Il soupira. Il enfila lentement ses gants, comme s'il se préparait non seulement à une intervention, mais aussi à quelque chose qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il saisit fermement le scalpel, mais au moment où il s'apprêtait à faire la première incision, il s'arrêta. Le scalpel resta suspendu dans les airs. Sa main tremblait. « Pardonne-moi », murmura-t-il comme s'il s'adressait à quelqu'un qui pouvait l'entendre, puis il effectua très prudemment la première incision. C'est à ce moment-là que tout se passa. Au moment où la lame toucha la peau, il sentit quelque chose d'étrange. Un petit tremblement presque invisible mais bien réel. C'était comme si une légère impulsion venait de l'intérieur du corps. Un signe. Ernesto s'arrêta. Quoi ? Il resta immobile, les yeux fixés sur l'incision. Soudain, il ressentit quelque chose de plus fort. Un pouls. Ce n'était pas son imagination. Le corps de Michaela, qui jusqu'alors était resté immobile, eut un léger sursaut. Le scalpel tomba de sa main et heurta le sol avec un bruit sec. Si ce retournement vous a saisi, laissez un j'aime pour soutenir la suite. « Elle est vivante !» cria-t-il de toutes ses forces, comme s'il voulait réveiller tout l'hôpital. « Vite, la chariot d'urgence. Elle est vivante. Du sang coule. Apportez-moi la trousse immédiatement. » 2 infirmières qui se trouvaient dans la pièce se précipitèrent immédiatement. L'une d'elles laissa tomber un plateau métallique. Ernesto attrapa un chiffon propre et le posa sur la coupure qu'il avait faite, essayant d'arrêter le sang qui commençait à couler. Sa main tremblait, son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'il allait exploser. « Michaela, tiens bon », dit-il, presque suppliant. L'une des infirmières apporta la trousse de premier secours et commença à aider. Ernesto chercha rapidement le stéthoscope, le plaça sur sa poitrine et retint son souffle. Il écouta. C'était faible, mais c'était là, un battement de cœur, puis un autre. Elle respire. Tout le monde dans la pièce resta immobile pendant un moment, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La femme, qui avait déjà un certificat de décès, était vivante, très faible, mais vivante. Ernesto regarda autour de lui, toujours en sueur, et dit à voix haute « Appelez les soins intensifs, tout de suite. Elle est revenue. Elle est revenue. » Personne ne pouvait prononcer un seul mot. Les cris d'Ernesto résonnèrent dans toute la morgue comme un feu sur de l'herbe sèche. Le mot « vivante » fit s'arrêter tout le monde à proximité. C'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant. Des pas précipités se mirent à résonner dans les couloirs. Les infirmières coururent, effrayées, ne comprenant pas comment cela était possible. Un corps déclaré mort, prêt pour l'autopsie, respirait. 2 infirmières se précipitèrent, l'une d'elles trébuchant presque sur ses propres pieds. La civière d'urgence fut rapidement poussée dans la pièce. La confusion était palpable, mais personne ne posa de questions. « Est-elle vraiment vivante ?» demanda une infirmière, la voix tremblante. « Écoutez ça », dit-il en lui tendant le stéthoscope. La femme mit l'appareil et en entendant le faible bruit d'un cœur qui battait, elle porta sa main à sa bouche, excitée. « Mon Dieu, elle était là avec nous. » Le corps de Michaela, encore faible, respirait difficilement, mais il respirait. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement. La coupure qu'Ernesto avait faite était recouverte de gaz, le saignement déjà arrêté grâce au tissu propre qu'il tenait lui-même. Tout avait été fait avec soin, rapidement, mais aussi avec beaucoup de respect. « Emmenons-la en soins intensifs », dit Ernesto, « et que quelqu'un appelle son mari et sa mère. Ils doivent être mis au courant. Elle est de retour. » Alors qu'il poussait prudemment le brancard hors de la pièce, tous les regards étaient fixés sur elle. Une femme que l'on croyait morte revenait à la vie sous leurs yeux. Personne ne disait grand-chose. C'était comme s'il n'y avait pas de mots appropriés pour ce moment, mais quelque chose était clair dans le regard d'Ernesto. Il savait que ce jour allait tout changer. La nouvelle se répandit dans les couloirs de l'hôpital comme une traînée de poudre. Les infirmières chuchotaient entre elles, les médecins laissaient traîner leurs papiers partout où ils passaient, et les patients jetaient un œil par les portes. La nouvelle se répandit plus vite que n'importe quelle ambulance. La femme qui était morte était vivante. Michaela Ramirez, l'enseignante que tout le monde croyait morte, respirait encore. Son cœur était faible mais régulier. Le chaos n'était pas seulement du bruit, c'était de la surprise, de la peur, de la culpabilité.
Dans le bureau principal, le directeur de l'hôpital lut avec incrédulité le certificat de décès signé le matin même. Le seau était encore humide. Le document indiquait que Michaela était décédée à 8h45 du matin. Et il était maintenant 10h30 et elle était en soins intensifs, en vie. Comment est-ce possible ? Marmonna-t-il en secouant la tête, incapable de cacher sa nervosité. Dans la salle d'opération, Ernesto se lava rapidement les mains, tremblant. Ses yeux étaient enfoncés, comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours et portait un lourd fardeau. Ce n'était pas la culpabilité d'avoir pratiqué l'incision, mais celle d'avoir failli laisser une vie s'échapper. Il savait qu'il aurait dû vérifier le corps d'abord, mais les infirmières avaient déjà déclaré son décès. Tout était signé. C'était ainsi que cela fonctionnait. Mais ce jour-là, cela avait failli coûter la vie à quelqu'un. Une médecin plus âgée entra, les yeux écarquillés. « Ernesto, comprenez-vous la gravité de la situation ? » « Je comprends tout, » répondit-il, sans lever les yeux. « Si j'avais pratiqué l'incision sans m'arrêter, si je n'avais pas été arrêté par cette étrange sensation, Michaela serait morte à l'heure qu'il est. Vraiment ? Mais c'est vous qui étiez le médecin légiste. La responsabilité vous incombe. » Il la regarda avec une colère contenue. « Je suis médecin, pas une machine. J'ai senti quelque chose d'étrange et j'ai suivi mon instinct. Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. » À l'étage, Julien venait d'apprendre la nouvelle. Il pleurait dans les bras de Doña Isabel, qui serrait un chapelet entre ses doigts. Elle répétait sans cesse « Je vous avais dit qu'elle était encore là. Je le sentais. Elle est vivante, » disait Julien, riant et pleurant à la fois. « Elle est vivante. » Au milieu de tout cela, l'hôpital était en proie à un tourbillon de soulagement, de honte et d'admiration. Certains médecins commencèrent à remettre en question leurs propres méthodes. D'autres tentèrent de dissimuler l'erreur, mais personne ne pouvait effacer ce qui était désormais visible sur tous les visages. Ils avaient failli enterrer une femme vivante. Et au centre de tout cela se trouvait Ernesto qui, bien qu'il ait sauvé Michaela, était désormais considéré avec suspicion, car sur le papier, il était responsable. Mais dans son cœur, il ressentait un soulagement indescriptible. « Jugez-moi si vous voulez », se murmura-t-il en regardant par la fenêtre. « Mais elle est en vie, et c'est ce qui compte. Et vous, qu'auriez-vous fait à sa place ? Laissez votre avis en commentaire. » Quelques jours après le chaos à l'hôpital, la lumière dans la chambre était douce. Les rideaux étaient entr'ouverts et le soleil pénétrait peu à peu, caressant le visage de Michaela comme une caresse timide. Le bruit des machines qui surveillaient ses signes vitaux était le seul bruit constant. La pièce était silencieuse, calme, mais pleine d'attente. Doña Isabel dormait dans un fauteuil à côté du lit, les yeux gonflés et la main serrant celle de Michaela, comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. C'est alors que les doigts de Michaela bougèrent lentement, presque sans force. Ses yeux encore lourds s'ouvrirent peu à peu. Elle cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre où elle était. La lumière la gênait. Tout semblait confus. Le plafond blanc, l'odeur de l'hôpital, les voix étouffées dans le couloir. Tout était étrange. « Maman !» La voix sortit doucement, presque comme un murmure. Doña Isabel ouvrit grand les yeux, se leva rapidement et regarda sa fille. « Michaela, Michaelita, tu m'entends ?» La jeune femme regarda autour d'elle avec des yeux remplis de peur. « Que se passe-t-il ? Où suis-je » Doña Isabel se remit à pleurer, mais cette fois-ci, c'était de soulagement. Elle lui caressa le visage avec toute la tendresse du monde. « Tu es à l'hôpital, ma fille. Tu es en vie, Dieu merci. Tu es de retour parmi nous. » Michaela fronça les sourcils, perplexe. Elle essaya de bouger, mais son corps était encore faible. « Je ne me souviens de rien. Pourquoi ? Pourquoi suis-je ici ?» Doña Isabel hésita un peu, mais elle ne voulait pas l'effrayer. « Tu t'es évanouie, Michaela. C'était grave. Nous avons cru que nous t'avions perdue. » La jeune femme resta silencieuse pendant quelques secondes, puis elle porta sa main à sa poitrine, comme si elle cherchait quelque chose en elle-même. « J'ai fait un rêve, je crois, mais il était si réel, si étrange. J'avais l'impression d'être piégé quelque part, seul. » Julien entra dans la chambre à ce moment-là, les yeux rougis et le cœur battant plus fort que jamais. Voyant les yeux de sa femme ouverts, il porta la main à sa bouche et s'agenouilla à côté du lit. « Mon amour, tu es revenu. » Michaela le regarda, mais son expression était empreinte de peur. « C'est moi, Julien, ton mari, mon amour. Je suis là avec toi. » Elle ferma les yeux et détourna le visage. Effrayée, elle ne semblait même pas reconnaître sa propre voix. « Je ne sais pas, j'ai peur. » Tout est étrange. Les jours suivants furent très difficiles. Michaela se réveillait souvent en pleurant, ne sachant pas où elle était. Parfois, elle se souvenait de quelque chose, puis l'oubliait. Parfois, elle criait en voyant son reflet dans le miroir, comme si elle voyait une étrangère. Elle avait même peur du bruit de la porte qui s'ouvrait. Tout l'effrayait,
Tout était incertain. « Je ne sais plus qui je suis », a-t-elle dit une fois, la voix tremblante. Doña Isabel s'est assise sur le bord du lit, lui a pris la main et lui a répondu « Tu es ma fille et tu es en vie, c'est suffisant. Nous reconstruirons le reste ensemble. » Les jours à l'hôpital sont devenus de plus en plus chargés, avec des gens, des journalistes, des caméras, des photographes, tous désireux de voir l'enseignante revenue d'entre les morts. C'est ce qu'ils disaient. Micaëla, qui pouvait à peine se tenir debout sans avoir le vertige, devait désormais écouter frapper à la porte toutes les demi-heures. « Madame Micaëla, pouvez-vous nous dire quelques mots? Comment était-ce de revenir à la vie? Rappelez-vous, vous avez vu l'autre côté. » Elle ferma les yeux et détourna le visage. Elle ne voulait pas répondre et elle ne savait pas comment. Ce qu'elle ressentait n'avait rien d'un miracle. C'était de la peur, de la confusion, un vide dans sa poitrine que personne ne pouvait voir. Julien essaya de la protéger en arrêtant les journalistes à la porte. « Laissez-lui un peu d'espace, elle est encore en convalescence. Bon sang. » Mais les curieux continuaient comme si sa douleur était un spectacle. Micaëla voulait juste avoir la paix. Elle voulait juste comprendre pourquoi elle se réveillait la nuit, le cœur battant à tout rompre. Pourquoi elle faisait des rêves étranges avec des voix qu'elle ne reconnaissait pas. Pourquoi elle sentait un nœud dans sa poitrine chaque fois que quelqu'un parlait d'un miracle. Un après-midi, une infirmière est entrée avec un sourire forcé. « Micaëla, il y a une émission de télévision célèbre. Ils veulent faire un reportage sympa sur vous. Cela pourrait changer votre vie. » Elle a fermé les yeux et a répondu à voix basse. « Ma vie a déjà changé et je ne l'ai pas demandé. » L'infirmière a essayé d'insister, mais Doña Isabel s'est levée de sa chaise et a dit fermement « Ma fille a besoin de silence maintenant, pas de caméra. Donnez-lui du temps. » Micaëla a pris une profonde inspiration. Elle était fatiguée des étiquettes, des questions, des regards. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle sourie, qu'elle rende grâce d'être en vie, qu'elle parle de foi, de lumière, de renaissance. Mais elle savait à peine où elle était, se souvenait à peine d'elle-même, et ce dont elle se souvenait lui faisait mal. Une nuit, seule dans sa chambre, elle leva les yeux vers le plafond et murmura « Si c'est un miracle, pourquoi est-ce si douloureux ?» Des larmes coulèrent sur son visage sans qu'elle puisse les retenir. Micaëla ne voulait pas faire la une des journaux, ni être un symbole de foi. Elle voulait simplement se reconnaître dans le miroir, dormir toute la nuit, redevenir celle qu'elle était avant. Mais même cela semblait lointain. Ce que le monde considérait comme un miracle pour elle n'était qu'un vide difficile à expliquer. Julien fit tout ce qu'il pouvait pour protéger Micaëla. Il dormait sur une chaise dure à côté de son lit. Il lui apportait de l'eau, lui tenait la main au petit matin lorsqu'elle pleurait, affrontait les journalistes, les médecins, les curieux, tous ceux qui l'approchaient avec des questions ou des regards indiscrets. Il voulait tout faire correctement, il voulait être un refuge, mais même s'il l'aimait beaucoup, il ne comprenait pas ce que ressentait Micaëla. Elle était calme, enfermée dans un silence qui faisait mal. Parfois, elle regardait par la fenêtre pendant des heures. D'autres fois, elle se tournait vers le mur et restait là, sans rien dire. Julien essayait de lui parler, de se souvenir de bons moments du passé, mais la réponse était toujours la même, un faible sourire ou rien. « Tu te souviens quand nous sommes allés à la plage et que tu avais peur du crabe ?» dit-il un soir, essayant de lui arracher un sourire. « Je ne veux me souvenir de rien pour l'instant, » répondit-elle sans même le regarder. Il lui prit la main. « Je veux juste te voir bien, mon amour, te voir sourire à nouveau. » Elle lâcha sa main doucement mais fermement. « Je ne sais plus sourire. » Julien sentit son cœur se serrer. C'était comme si, chaque jour qui passait, la femme qu'il aimait s'éloignait davantage, non pas physiquement, mais intérieurement, comme si elle partait vers un endroit où il ne pouvait pas l'atteindre. Au cours des semaines qui suivirent, la situation ne fit qu'empirer. Elle commençait à s'énerver pour des questions simples. Elle se renfermait chaque fois qu'il disait « Ça passera, tout ira bien. » « Ne dis pas ça, Julien. Tu ne sais pas ce que je ressens. Personne ne le sait, mais je suis là. J'essaie de te comprendre. Essayer, ce n'est pas la même chose que ressentir. » Il resta silencieux. Cela lui faisait mal, car il voulait simplement l'aider. Mais il avait l'impression que tout ce qu'il faisait était mal. Il a commencé à marcher davantage dans les couloirs de l'hôpital, passant plus de temps à l'extérieur de la chambre pour lui laisser de l'espace, mais à l'intérieur, il s'effondrait. Un matin, il a pleuré dans les toilettes de l'hôpital, assis sur le sol froid, la tête entre les genoux, murmurant « Je la perds et je ne peux rien faire ». L'amour qui les unissait était fort, mais le traumatisme laissé par la mort qui n'avait pas eu lieu était plus fort que les belles paroles. Julien était toujours là, mais désormais à l'extérieur de la douleur de Micaëla, ne sachant pas comment y entrer.
ne sachant pas si elle voulait toujours de lui à l'intérieur. À l'intérieur de l'hôpital, tout le monde semblait en parler, mais peu savaient de quoi faire. Les responsables étaient déchirés entre l'embarras causé par cette erreur et la crainte de l'opinion publique. Après tout, comment expliquer qu'une femme déclarée morte se soit réveillée sur la table d'autopsie? Au milieu de tout cela, Ernesto Salgado, le médecin qui avait appelé à l'aide, qui avait saisi la main de Micaela et senti son pouls revenir, était désormais mis en cause et tenu pour responsable. Il avait reçu une notification officielle tôt le matin, remise par un employé sérieux qui ne l'avait même pas regardé dans les yeux. Il devait comparaître devant la commission de l'hôpital. Ils allaient examiner sa conduite. Ernesto lut le document et eut un rire sans conviction. « J'ai sauvé une vie, et maintenant ils veulent savoir pourquoi je n'ai pas suivi les règles. » La réunion avait lieu à la fin de la semaine. Il entra dans la salle avec sa blouse encore sale de son service, le visage fatigué, mais la tête haute. De l'autre côté de la table se trouvaient 3 directeurs de l'hôpital, tous avec des expressions sérieuses. « Docteur Ernesto », commença l'un d'eux d'une voix ferme, « la décision de commencer une autopsie sans nouvel examen médical va à l'encontre des protocoles de l'hôpital. » Ernesto ne s'ya pas. « J'ai suivi la feuille qu'ils m'ont donnée. J'avais un certificat de décès. 2 infirmières l'ont signé. Je n'ai pas pris cette décision seule. Mais vous n'avez pas fait votre part. Et vous avez brusquement interrompu la procédure en criant, provoquant l'inquiétude dans la salle. Je l'ai interrompu parce que j'ai senti le pouls d'une femme qui avait été déclarée morte. Cette alarme lui a sauvé la vie. » Un lourd silence envahit la pièce. L'un des directeurs feuilleta quelques papiers, essayant de paraître calme. « Nous enquêtons pour savoir s'il s'agissait de négligence ou simplement de chance. » Ernesto croisa les bras et le fixa du regard. « Appelez ça comme vous voulez. Chance, instinct, erreur. Ce qui compte, c'est qu'elle soit en vie. Et si j'avais suivi le protocole jusqu'au bout, vous seriez aujourd'hui en train d'expliquer comment vous avez enterré une femme vivante. » La phrase resta suspendue dans l'air comme une gifle. Personne ne répondit. Mais à ce moment-là, Ernesto savait déjà que même s'il était le héros de l'histoire, il était seul. La plupart préféraient sauver les apparences, garder le contrôle, signer le document, plutôt que d'accepter qu'ils avaient eu tort. Ce soir-là, en quittant la pièce, il croisa Julien dans le couloir. Le mari de Micaela le serra fort dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci de ne pas avoir suivi le document. Merci d'avoir écouté votre cœur. » Ernesto prit une profonde inspiration et répondit, les larmes aux yeux. « Parfois, c'est tout ce que nous avons, notre cœur. » Les nuits de Micaela n'étaient plus ce qu'elles étaient. Elle dormait peu, et lorsqu'elle parvenait à s'endormir, elle se réveillait en sueur, la poitrine serrée et les yeux remplis de larmes. Parfois, au milieu de la nuit, elle s'asseyait dans son lit, le regard perdu, comme si elle voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. « Maman, dit-elle une nuit, la voix tremblante, je crois que j'ai vu quelque chose quand j'étais là-bas, pendant le temps où ils disent que j'étais morte. » Doña Isabel, qui dormait déjà à côté de sa fille, se réveilla en sursaut. « Qu'as-tu vu, mon enfant ?»« Je ne sais pas comment l'expliquer, » répondit Micaela, les yeux remplis de larmes. « C'était un endroit sombre, mais je n'avais pas peur. J'ai entendu des voix. Je ne connaissais personne, mais je sentais qu'ils étaient tout près, et je ne voulais pas repartir. » Sa mère s'assit à côté d'elle et lui caressa les cheveux. « Tout va bien, mon enfant. Tu es ici avec nous maintenant. C'est ce qui compte. » Mais pour Micaela, ce n'était pas si simple. Les rêves continuaient de revenir. Parfois, elle voyait une longue route balayée par des vents violents et bordée d'arbres secs. D'autres fois, elle entendait quelqu'un murmurer son nom, comme un écho. Et quand elle se réveillait, elle ressentait un vide qui la paralysait pendant des heures. Les médecins ont dit que c'était une confusion mentale après un traumatisme, mais Micaela savait que c'était plus que cela. Elle le sentait. Elle avait vu quelque chose de l'autre côté. Elle ne savait pas quoi, mais c'était là, quelque chose qui était resté en elle depuis lors. Un jour, Julien est rentré à la maison avec une boîte remplie de fournitures scolaires. L'école t'a envoyé ça. Les élèves ont écrit des petites lettres et fait des dessins. Ils demandent tous quand tu reviendras. Micaela a regardé les papiers avec tendresse, mais les a rapidement mis de côté. Je ne retournerai pas à l'école. Quoi ? Mais tu adores enseigner. Tu as toujours dit que c'était ta mission. Elle a secoué lentement la tête. J'aimais ça, mais maintenant, j'ai l'impression que cette vie n'existe plus. Je suis une personne différente, Julien. J'ai failli partir. Je ne peux plus entrer dans cette classe et faire comme si de rien n'était. Il voulut insister, mais la douleur dans ses yeux était évidente. C'était comme si l'endroit où elle s'était trouvée pendant quelques minutes lui avait enlevé une partie d'elle-même pour toujours. Tu as peur ? Je me sens vide. C'est pire que d'avoir peur. Micaela passait ses journées en silence,
parfois assise dans la cour à regarder le ciel, essayant de comprendre ce qu'elle avait vécu. La nuit, elle écrivait des mots isolés dans un vieux cahier. Sombre, voix, lumière lointaine, froid silencieux, je ne veux pas y retourner. La vie simple, les rires dans la classe, les projets avec Julien, tout semblait être un souvenir d'une autre vie. Et elle ne savait toujours pas si elle retrouverait un jour la personne qu'elle était autrefois. À l'intérieur, Micaëla était toujours en vie, mais son âme errait encore silencieusement dans un endroit où peu de gens s'étaient rendus et en étaient revenus. Doña Isabel voyait sa fille tous les jours, assise dans le même coin de la maison, le regard perdu, comme si elle était loin, alors qu'elle était si proche. Micaëla parlait à peine. Elle passait des heures à regarder les plantes dans la cour, remuant lentement la terre sèche avec ses doigts, comme si elle voulait se fondre en elle. Elle semblait attendre quelque chose, mais même elle ne savait pas quoi. Doña Isabel, qui avait toujours été une femme de foi, ne savait plus quoi dire. Elle priait silencieusement chaque nuit, demandant à Dieu de ramener non seulement le corps de sa fille, mais aussi son âme. Cette fille souriante et forte, si avide de vivre, était désormais cachée derrière des yeux fatigués et une tristesse qu'elle ne exprimait pas à voix haute. Un après-midi, alors qu'elle préparait du thé à l'anis, Doña Isabel s'assit à côté de Micaëla et lui prit doucement la main. « Ma fille, tu te souviens de Doña Marta, cette dame qui vendait des bonbons au marché? Sa fille est psychologue et vit maintenant près d'ici. Elle est revenue de Houston pour s'occuper de sa mère. » Micaëla ne répondit pas. Elle continua simplement à regarder le vent agiter les feuilles. Elle est calme, elle parle doucement. Elle n'est pas du genre à poser beaucoup de questions, elle se contente d'écouter. Peut-être, juste peut-être, que tu pourrais lui parler, juste pour essayer. Je n'ai pas besoin d'aide, répondit Micaëla sans changer de ton. J'ai juste besoin de temps. Je sais que tu as besoin de temps, ma chérie. Mais parfois, nous avons aussi besoin de quelqu'un pour écouter ce qui nous tourmente, dit sa mère, en lui touchant la poitrine avec la main. Je te connais, je sais que tu gardes tout à l'intérieur, mais cette douleur te fait souffrir. Micaëla ferma les yeux et sentit une boule dans sa gorge. Les mots de sa mère la touchèrent comme un murmure. Ce n'était pas de la pression, c'était de l'attention, c'était de l'amour. « Et si je ne sais pas quoi dire ?» murmura-t-elle. « Alors écoute simplement, assieds-toi là, laisse-la parler ou reste silencieuse. Parfois, le simple fait d'être avec quelqu'un qui comprend aide. Tu n'as rien à expliquer, ma fille. Tu dois juste essayer. » La main de Micaëla serra doucement celle de sa mère. « Ça va, je peux essayer. » Doña Isabel rougit, émue, serra sa fille dans ses bras et resta là à humer ses cheveux comme quand elle était petite. « Tu es forte, Micaëlita, mais même les plus forts ont besoin de repos. Laisse quelqu'un t'aider à porter ce fardeau, même si ce n'est qu'un tout petit peu. » À ce moment-là, il n'y avait ni remède, ni miracle, juste deux femmes assises l'une à côté de l'autre, l'une essayant de revivre et l'autre la serrant fort pour qu'elle ne se perde pas en chemin. Le bureau était simple, avec des murs aux couleurs douces et une étagère remplie de livres et de petites plantes en pot. La chaise sur laquelle Micaëla était assise était confortable, mais elle était toujours un peu tendue, les mains jointes sur ses genoux, ne sachant pas par où commencer. La psychologue, une femme à la voix calme nommée Mariana, parlait peu. Elle laissait le silence remplir l'espace jusqu'à ce que Micaëla prononce quelques mots. Cet après-midi-là, la pluie tombait doucement dehors. C'était le genre de pluie qui tapotait doucement les tuiles du toit comme une caresse. Micaëla avait les yeux fermés. Mariana la guidait avec des mots doux, lui demandant de laisser venir les souvenirs sans les forcer, sans crainte. « Essaie d'imaginer un endroit qui te rappelle un souvenir, » dit Mariana. Au début, il n'y avait que l'obscurité, mais soudain, quelque chose commença à se former dans l'esprit de Micaëla. C'était un grand champ avec de hautes herbes, un ciel nuageux et un vent froid qui lui soufflait au visage. Et au milieu de ce champ se trouvait une petite fille aux cheveux noirs attachés en deux nattes désordonnées. Elle était assise par terre, les genoux serrés contre elle, et pleurait doucement. Ses vêtements étaient sales et ses yeux étaient remplis de peur. Micaëla sentit son cœur se serrer. « Je vois une petite fille, » dit-elle, la voix brisée. « Et cette fille, qui est-ce » demanda Mariana calmement. « C'est moi. » Des larmes commencèrent à couler même si ses yeux étaient fermés. Micaëla voyait cette scène comme si elle était réelle. Je ressentais la même douleur que lorsque j'étais enfant. Je me souvenais de l'odeur de la terre humide, du vide dans ma poitrine, du froid qui venait non seulement du vent, mais aussi de l'intérieur. J'attendais quelqu'un, mon père. Il avait dit qu'il reviendrait, mais il ne l'a jamais fait. L'image devint plus claire. La fillette levait la tête de temps en temps, regardant vers la route,
espérant voir l'ombre d'une personne familière, mais le champ restait vide. Je suis resté là pendant des heures jusqu'à ce que ma mère me trouve. Je ne lui ai rien dit. J'ai fait semblant que tout allait bien. Mariana est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a parlé doucement. Parfois, ce qui ne nous fait pas pleurer quand nous sommes enfants reste avec nous pour le reste de notre vie. Micaëla a lentement ouvert les yeux. Elle pleurait. Mais maintenant, ce n'était plus seulement de la tristesse. C'était comme si quelque chose en elle s'était brisé et avait commencé à se libérer. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à moi-même. Mais aujourd'hui, tu en as parlé, dit Mariana en souriant des yeux. Et c'est déjà un grand pas, Micaëla. Ce jour-là, en quittant la séance, Micaëla leva les yeux vers le ciel encore nuageux et prit une profonde inspiration. Elle avait mal à la poitrine, mais elle se sentait aussi plus légère. La petite fille dans ce champ pleurait toujours, mais elle n'était plus seule. Plus tard, elle a essayé de faire la même chose seule chez elle. Le souvenir est revenu comme un éclair qui traverse le ciel sans prévenir. C'était comme si quelque chose s'était débloqué en elle. Elle s'est assise sur le bord du lit, a posé sa main sur sa poitrine et, les yeux fermés, a laissé les images venir. Et elles vinrent. Elle se vit à l'âge de 5 ans, assise sur la terrasse de la vieille maison, les pieds ballants et une poupée sur les genoux. Son père, un homme grand, au sourire facile et à l'odeur de cigarette mêlée à celle d'un parfum bon marché, s'agenouilla devant elle et lui prit le visage entre ses mains. « Mon amour, papa doit s'en aller pour un petit moment. Est-ce que ça te va ? Où ?» demanda la petite fille avec des yeux innocents. Il sourit, mais c'était un sourire triste. Il lui donna un rapide baiser sur le front et dit « Je reviendrai bientôt, prends soin de maman. » Oui, elle hocha simplement la tête, sans trop comprendre. Elle pensait que c'était juste un voyage. Mais ce jour-là, il ne revint pas. Les heures se transformèrent en jours, les jours en mois. Doña Isabel pleurait en secret, pensant que Micaëla ne pouvait pas la voir, mais celle-ci pouvait la voir et la sentir. L'absence de son père grandissait en elle comme un vide, et personne ne lui expliqua jamais vraiment ce qui s'était passé. Il se contentait de dire « Il est parti, seul Dieu sait où il est ». Micaëla, encore une petite fille, commença à croire que c'était de sa faute, qu'elle avait peut-être fait quelque chose de mal. Peut-être n'était-elle pas assez bien pour qu'il reste. Elle grandit dans ce silence, et ce silence se transforma en peur. Peur d'être abandonnée, peur de faire confiance, peur de se donner entièrement. Maintenant adulte, les larmes aux yeux et la poitrine serrée, Micaëla revit cette scène comme si elle y était. L'étreinte précipitée, l'odeur de son père, les mots qui semblaient affectueux mais qui étaient un adieu. Elle murmura doucement, comme si elle parlait à cette petite fille du passé. « Ce n'était pas ta faute, tu n'étais qu'une enfant. » Et là, seule dans sa chambre, pleurant comme elle n'avait pas pleuré depuis longtemps, Micaëla sentit qu'elle avait enfin touché une vieille douleur cachée qui avait toujours été là. C'était la racine de beaucoup de choses, de la tristesse, de l'insécurité, de ce sentiment de vide qu'elle n'avait jamais su expliquer. Son père était parti et n'était jamais revenu, mais maintenant, elle pouvait commencer à se retrouver. Après ce souvenir, Micaëla eut l'impression qu'une porte s'était soudainement ouverte en elle, et que tout ce qui avait été caché pendant des années commençait à ressortir. Tout d'un coup, ce n'était pas facile. C'était comme revivre de vieilles blessures dont elle ne savait même pas qu'elles faisaient encore mal. Elle commença à se souvenir de choses qu'elle avait enfouies si profondément qu'elle pensait qu'elle ne referait jamais surface. Elle se souvenait des nuits où elle se recroquevillait dans son lit, attendant que sa mère revienne du magasin, pensant qu'elle allait la quitter elle aussi. Elle se souvenait quand elle évitait de s'attacher trop aux gens de peur qu'ils ne partent sans prévenir. Elle se souvenait combien de fois elle avait réprimé son envie de pleurer, se disant qu'elle ne devait déranger personne, qu'elle devait être forte, qu'elle était une grande fille maintenant. Au cours d'une conversation avec Mariana, la psychologue, elle a finalement tout laissé sortir. Elle a parlé sans arrêt, comme si un grand poids avait été enlevé de ses épaules. « Je n'ai jamais compris pourquoi j'avais tant de mal à m'ouvrir », dit-elle en pleurant. « Pourquoi je me renfermais quand quelqu'un se rapprochait de moi. J'avais toujours peur d'être à nouveau abandonnée, de donner de l'amour et de voir la personne disparaître comme lui l'avait fait. » Mariana écoutait attentivement, sans l'interrompre, laissant simplement Micaëla libérer tout ce qu'elle avait gardé en elle pendant tant d'années. « Quand je suis morte, quand je suis allée dans cet endroit étrange, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue ici. C'était comme si j'étais loin de tout et de tout le monde, loin de la douleur aussi. C'est pourquoi je ne voulais pas revenir, parce que vivre fait mal. Et j'avais oublié ce que c'était que de vraiment vivre. » Le visage de Micaëla était baigné de larmes, mais dans cette douleur, il y avait aussi du soulagement.
car pour la première fois, elle voyait clairement ce qui l'avait toujours fait souffrir. L'abandon ne venait pas seulement de son père, c'était la peur constante de perdre celui qu'elle aimait, la peur de faire confiance, la peur d'avoir besoin de quelqu'un. Elle comprit qu'elle avait passé sa vie à essayer de se protéger. Elle avait revêtu une armure, était devenue une femme forte à l'extérieur, mais pleine de fissures à l'intérieur. Et lorsqu'elle avait failli mourir, c'était cette armure qui s'était brisée. Et maintenant, il était temps de se reconstruire, mais sans rien cacher. « J'en ai assez de fuir », dit-elle en regardant Mariana avec des yeux pleins de vérité. « Je veux juste vivre pleinement cette fois-ci, même si cela fait mal. » Et à ce moment-là, sans applaudissements, sans caméra, Micaëla fit un pas énorme, un pas invisible mais puissant. Ce fut le début de la guérison dont elle avait si désespérément besoin. Il était tard, le ciel commençait à changer de couleur, passant de l'orange au gris. Julien et Micaëla étaient assis côte à côte dans le jardin. Elle était silencieuse, une couverture légère sur les jambes. Il jouait avec ses mains comme s'il cherchait du courage entre ses doigts. Le silence durait depuis plusieurs minutes, mais cette fois, il n'était pas gênant. C'était le genre de silence qui précède une conversation importante. Julien regarda le sol pendant un moment, prit une profonde inspiration, puis parla à voix basse. « Je dois te dire quelque chose, Mika. » Elle se tourna lentement vers lui, sans hâte, juste avec attention. Julien déglutit. « Quand tu étais morte, j'étais complètement perdu. » Micaëla écoutait sans l'interrompre. Je m'asseyais dans le couloir de l'hôpital et je fixais le vide. Je passais des jours sans manger correctement, sans dormir. Je ne voulais voir personne. Te voir dans cet état sans vie m'a brisé d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. Il fit une pause, comme si les mots lui faisaient mal en sortant. J'ai pensé à partir, à tout laisser derrière moi. Une nuit, j'ai quitté l'hôpital et j'ai marché jusqu'à l'autoroute. Je suis resté là, dans le noir. Les voitures passaient et je me demandais si cela valait encore la peine de continuer, car sans toi, tout avait perdu son sens. Micaëla prit une profonde inspiration. Je ne m'attendais pas à cela, mais elle ne dit rien. Elle le laissa simplement continuer. J'avais des pensées horribles, Mika, des pensées sombres. Je ressentais de la colère envers l'hôpital, envers les médecins, envers Dieu, même envers moi-même, car je pensais que j'aurais dû être plus forte, que j'aurais dû ressentir quelque chose, que j'aurais dû crier plus fort quand ils ont dit que tu étais parti. Il tourna son visage vers elle, les yeux remplis de larmes. Mais plus tard, quand j'ai découvert que tu étais en vie, je me suis senti coupable, très coupable, parce que pendant que tu te battais pour revenir, j'ai failli abandonner. Micaëla tendit la main et prit la sienne. Elle la serra avec amour, mais fermement. Ils restèrent ainsi un moment, sans se presser, sans se précipiter. « Tu n'as rien fait de mal, Julien, » dit-elle doucement. « Tu as souffert, et nous souffrons tous différemment. Moi aussi, j'ai traversé une période sombre, et si tu as pensé à partir, c'est parce que ta douleur était trop grande. Je comprends. » Julien pleura silencieusement, la tête baissée, et Micaëla, pour la première fois depuis longtemps, posa sa tête sur son épaule. À ce moment-là, il n'y avait ni bien ni mal, seulement deux cœurs qui avaient traversé l'enfer et qui essayaient maintenant de battre à nouveau ensemble, lentement. Pendant ce temps, à l'hôpital, la nouvelle arriva sur une simple feuille de papier pliée en deux, remise par une secrétaire de l'hôpital à l'air grave. Ernesto Salgado lut le document calmement, mais à l'intérieur, c'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Il n'y avait aucune explication détaillée, pas même une réunion équitable. Il était simplement indiqué qu'à compter de ce jour, ses services ne seraient plus nécessaires. Il mit le papier dans la poche de son manteau et sortit lentement de l'hôpital. Il traversa le couloir où il avait l'habitude de boire son café, la salle à manger où il racontait des blagues à ses collègues, la pièce où il s'était assis tant de fois pour écouter des histoires tristes, des accidents, des adieux. Mais maintenant, tout était différent. Des regards étranges, des chuchotements dans les coins, des portes qui claquaient. Bien qu'il ait sauvé la vie de Micaëla, Ernesto était traité comme un problème parce qu'il n'avait pas suivi le protocole, parce qu'il avait crié à la morgue, parce qu'il avait ressenti quelque chose que les papiers ne pouvaient expliquer. Il ne le regrettait pas, mais cela lui faisait mal, cela lui faisait très mal. Quand il quitta le bâtiment et sentit le vent sur son visage, il resta là, à regarder le ciel, ne sachant pas où aller. Il passa la main dans ses cheveux. Fatigué, il prit une profonde inspiration. Plus tard dans la journée, il se rendit chez Doña Isabel. Il voulait lui dire au revoir. Il frappa doucement à la porte. Micaëla était assise sur la terrasse. Quand elle le vit, elle essaya de sourire, mais ses yeux remarquèrent que quelque chose n'allait pas. Il s'était passé quelque chose.
Ernesto sortit le papier de sa poche et le lui tendit sans rien dire. Julien, qui se trouvait à proximité, prit le papier, le lut et dit avec colère « C'est fou, tu lui as sauvé la vie. L'hôpital préfère faire comme s'il n'avait pas commis d'erreur », répondit Ernesto en essayant de paraître calme. « Et pour eux, c'était moi le problème. J'ai seulement fait ce que mon cœur me disait de faire, mais cela ne correspond pas au rapport. » Micaëla se leva et s'approcha lentement de lui. Elle lui prit la main avec affection. « Vous m'avez sauvé, docteur, et personne ne peut vous enlever cela. Ni un bout de papier, ni un emploi, ni un uniforme. » Il sourit, ému. « Merci, Micaëla. Cela vaut plus que n'importe quel diplôme accroché au mur. » Doña Isabel apparut à la porte, s'essuyant les mains sur son tablier. « Entrez, docteur. Prenez un café avec nous. Personne ne vous mettra à la porte. » Et c'est ainsi que, dans une maison simple, avec l'odeur du café fraîchement moulu et du pain fait maison, Ernesto trouva quelque chose qui ne figurait dans aucun contrat, la gratitude. Son nom avait peut-être été retiré de la liste des salariés, mais il était à jamais gravé dans le cœur de cette famille. Et aucun hôpital au monde ne pouvait effacer cela. Les jours passaient lentement. Même si sa mère prenait soin d'elle avec amour, même si Julien était attentionné et que le psychologue l'écoutait, Micaëla ressentait toujours un poids sur la poitrine qui ne voulait pas disparaître. C'était comme si quelque chose était en suspens, comme si une partie de son histoire n'était pas encore bien racontée, sans fin. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, cette image de son enfance lui revenait. La petite fille seule dans le champ, son père lui disant qu'il reviendrait, et le silence qui suivait. Un matin, alors qu'elle se lavait le visage dans le lavabo de la salle de bain, elle se regarda dans le miroir plus longtemps que d'habitude. Elle se regarda fixement, avec ses cernes sous les yeux et son regard plein de questions. Elle descendit à la cuisine où Doña Isabel préparait du café et du pain sur la plaque chauffante. « Maman, j'ai besoin de faire quelque chose. » Doña Isabel se retourna calmement, reconnaissant déjà ce ton de voix. « Dis-moi, ma fille, j'ai besoin de retrouver mon père. » Sa mère resta silencieuse. L'odeur du café emplissait l'air. Elle posa la cuillère dans l'évier et la regarda dans les yeux. « Pourquoi maintenant ? Parce que si je ne comprends pas ce qui lui est arrivé, je ne pourrai pas me comprendre moi-même. J'étais entre la vie et la mort, maman. Et quand je suis revenue incomplète. Je ressens cette absence depuis que je suis enfant. Et maintenant, je ne veux plus la fuir. » Julien, qui écoutait depuis le salon, s'approcha lentement. « Tu sais par où commencer ?» Micaëla haussa les épaules. « Non, mais je vais le découvrir. Et s'il est vivant, je veux le regarder dans les yeux et lui demander pourquoi. Et s'il ne l'est pas, je veux au moins savoir où il a fini. Je dois combler ce vide en moi, » dit-elle en posant sa main sur sa poitrine. Doña Isabel prit une profonde inspiration, baissa la tête un instant comme pour ravaler un vieux cri, puis dit « Alors vas-y, vas-y prudemment, mais vas-y, car personne ne mérite de vivre avec une demi-âme. » Julien regarda Micaëla avec tendresse. « Je viens avec toi. Où que tu ailles, je t'accompagnerai. » Elle sourit légèrement pour la première fois depuis des jours. « Et je veux que le docteur Ernesto vienne aussi. Il fait déjà partie de tout ça. C'est lui qui m'a ramené à la vie, et je veux qu'il voie où mon histoire a commencé. » Le lendemain, ils commencèrent à préparer un simple sac à dos avec quelques vêtements, de vieux papiers conservés par Doña Isabel et une vieille photo du père de Micaëla, jaunie par le temps. Avant de partir, Micaëla se tint à la porte, regarda autour d'elle et dit fermement « Je ne veux plus vivre en fuite. Maintenant, je vais chercher les réponses, même si elles font mal. » C'est ainsi que, le cœur lourd mais pleine de courage, Micaëla entreprit le voyage le plus difficile de sa vie, la recherche de son identité, à travers l'histoire de celui qui n'était plus. Pour ne rien manquer de la suite de son histoire, abonnez-vous. La route était longue, avec le ciel ouvert et l'odeur de la terre dans l'air. Micaëla était assise à l'avant, les yeux fixés sur l'horizon, les cheveux attachés en un simple chignon, le visage sérieux. À côté d'elle, Julien conduisait, les deux mains sur le volant et le cœur lourd. À l'arrière, Ernesto regardait par la fenêtre, silencieux, comme s'il repensait à tout ce qu'il avait vécu ces derniers mois. Le voyage fut calme au début. Personne ne savait trop quoi dire, mais petit à petit, les liens se sont renforcés. Julien et Ernesto, qui se connaissaient à peine auparavant, ont commencé à parler, puis à rire un peu, puis à raconter des anecdotes sur leur vie. Deux hommes très différents, unis par la même femme et par une douleur qui les affectait de différentes manières. « Saviez-vous que je n'avais jamais voyagé avec un médecin légiste auparavant ?» a plaisanté Julien, essayant de briser la glace. Ernesto a souri légèrement. « Et je n'aurais jamais imaginé partager une mission avec le mari d'une patiente qui a failli... Enfin, vous savez. »
Micaëla a ri doucement pour la première fois depuis le début du voyage. Ce simple son a rempli la voiture d'espoir. Après quelques heures de route sur des chemins de terre, ils sont arrivés dans un village presque oublié, où les maisons étaient faites de boue et les portes toujours ouvertes. Ils étaient fatigués, affamés et avaient besoin de se reposer. Ils entrèrent dans un petit magasin pour acheter de l'eau et du pain. C'est là qu'ils rencontrèrent Doña Remedios, une femme à la peau brûlée par le soleil et aux yeux vifs, qui n'avait pas cessé de regarder Micaëla depuis qu'elle était entrée. « Toi, » dit la femme en s'approchant lentement. « De qui es-tu la fille, mon enfant ?» Micaëla se retourna, surprise. « Je m'appelle Micaëla Ramirez. Mon père s'appelait Thomas. Il a disparu il y a de nombreuses années. » Doña Remedios écarquilla les yeux et saisit fermement la main de Micaëla. Thomas Ramirez, grand, cheveux foncés, yeux tristes. Oui, c'est lui. La femme resta silencieuse un instant, puis regarda Micaëla intensément dans les yeux. Je connaissais cet homme. Il est passé par ici il y a quelques années. Il coupait du bois dans un ranch abandonné près de la rivière. Il était calme, mais il avait toujours dans sa poche la photo d'une petite fille avec 2 nattes. Micaëla eut le souffle coupé. Julien lui prit la main. Ernesto s'avança avec attention. « Vous vous souvenez où se trouve cet endroit ?» demanda-t-il. « Bien sûr, peu de gens s'y rendent, mais je peux vous montrer le chemin. C'est à environ 2 lieues d'ici. Il vous faudra du courage. » Cet endroit était très calme. Micaëla prit une profonde inspiration. Ses yeux se remplirent de larmes. C'était comme si, pour la première fois, elle se sentait proche d'une partie de son père. « Allons-y maintenant. » Et ainsi, le cœur battant à tout rompre et le passé se rapprochant de plus en plus, ils repartirent tous les 3, plus que jamais unis, liés par une vieille douleur et par un espoir qui commençait enfin à prendre forme. La route menant au ranch était étroite, jonchée de rochers et bordée de hautes herbes. Elle semblait interminable, et le silence à l'intérieur de la voiture était aussi pesant que celui à l'extérieur. Micaëla regardait par la fenêtre, sentant son cœur battre comme jamais auparavant. Julien conduisait prudemment, très attentivement, et Ernesto était silencieux, comme s'il respectait un moment sacré. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent une clôture en bois bancal qui tombait presque en ruine et un vieux panneau sans nom qui se balançait au gré du vent. Le ranch était là, figé dans le temps, avec ses fenêtres cassées, son toit troué et son silence. Un silence qui en disait plus long que n'importe quel mot. Micaëla fut la première à sortir. Elle marcha lentement jusqu'à la porte d'entrée, la poussa avec précaution et entra. Le bois craqua et une odeur d'humidité et de temps oublié emplit l'air. C'était comme entrer dans un vieux souvenir. Julien et Ernesto la suivirent, mais ils restèrent un peu en retrait, la laissant suivre son cœur. À l'intérieur du ranch, il y avait un fauteuil à bascule dans un coin, une table avec des traces de verre, une vieille radio couverte de poussière. Micaëla passa lentement sa main sur les meubles, sentant chaque détail, comme si cet endroit lui parlait en silence. C'est alors qu'elle aperçut une boîte en carton à moitié cachée sous un lit cassé. Elle s'agenouilla prudemment et la tira vers elle. Lorsqu'elle l'ouvrit, l'odeur du temps devint plus forte. À l'intérieur se trouvaient des lettres jaunies, une chemise soigneusement pliée et une photo. Elle saisit la photo de main tremblante. C'était elle, enfant, avec 2 nattes et la robe bleue qu'elle portait le jour où son père était parti. À côté de la photo se trouvait un morceau de papier plié plusieurs fois. C'était une lettre. Micaëla l'ouvrit avec précaution. L'écriture était la sienne. « Ma fille, si jamais tu trouves ceci, je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je pensais simplement que ma présence te faisait plus de mal que de bien. J'ai été lâche, oui, mais je pensais qu'en disparaissant, je t'épargnais la douleur d'avoir un père brisé. Pardonne-moi. Ton père, Thomas. » Les larmes coulaient sans qu'elle puisse les retenir. Elle serra la lettre contre sa poitrine comme si elle serrait son père dans ses bras. Elle s'assit sur le sol en terre battue et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Julien s'approcha, s'agenouilla à côté d'elle et posa sa main sur son dos. « Il pensait prendre soin de toi, Mika. Mais tout ce que je voulais, c'était qu'il reste, » dit-elle à travers ses larmes. Ernesto entra lentement, vit la scène et resta là en silence. Il savait que cette douleur n'avait pas besoin de mots, seulement de compagnie. Là, dans ce vieux ranch oublié, Micaëla trouva ce qu'elle cherchait. Ce n'était pas seulement son père, c'était la vérité, c'était la réponse. C'était la preuve qu'elle n'avait jamais été abandonnée par manque d'amour, mais par peur de quelqu'un qui se sentait trop petit pour être père. Et même si son cœur souffrait, elle se sentait plus complète, car au moins, maintenant, elle savait. Toujours dans le ranch, avec son sol en terre battue et son air immobile, Micaëla continua à examiner attentivement les quelques objets qui s'y trouvaient encore.
Parmi les papiers pliés et les vieux vêtements, ses doigts touchèrent quelque chose de différent. Un cahier bleu usé par le temps, au bord effiloché. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle vit l'écriture de son père, petite et serrée, comme si chaque mot avait été écrit avec la crainte de prendre trop de place. C'était un journal intime. Elle s'assit dans un coin de la pièce, serra le cahier contre sa poitrine pendant quelques secondes, prit une profonde inspiration et commença à lire. Les premières pages parlaient de jours normaux, de travail acharné, de pluies torrentielles et de nuits solitaires. Mais bientôt, le ton de l'écriture changea. Son père commença à parler d'elle. « Aujourd'hui, j'ai rêvé de Michaela. Elle m'appelait. Je me suis réveillé le cœur lourd. Ma petite fille me manque. Je me cache du monde parce que je ne veux pas qu'elle me voie ainsi, faible, perdue. Je n'ai rien à offrir. J'ai quitté ma fille en pensant que c'était la bonne chose à faire, que sans moi, elle aurait plus de chances d'être heureuse. Mais maintenant, je ne sais plus si j'ai pris la bonne décision. Tout ce que je sais, c'est que ça m'a fait mal. » Michaela continuait à lire page après page, incapable de retenir ses larmes. Les mots de son père la transperçaient comme des couteaux et l'enveloppaient en même temps. Il y avait tant de douleur dans ces mots, mais aussi tant d'amour. Un amour caché, un amour honteux, un amour qui avait peur d'être un fardeau. Elle arriva à un passage qui la fit trembler intérieurement. « Je veux que tu saches que je ne suis jamais partie parce que je ne t'aimais pas. » C'est alors que Michaela n'en put plus. Elle pleura comme une petite fille, comme la petite fille qui attendait dans le champ, comme la femme qui portait des années de silence dans sa poitrine. Le journal tomba sur ses genoux et elle porta ses mains à son visage, essayant de retenir une douleur qui venait de loin. Julien s'agenouilla à côté d'elle et la serra fort dans ses bras. Ernesto resta un peu plus loin, mais il ne partit pas. Tout le monde savait que ce moment n'appartenait qu'à elle. Le soleil se couchait lentement dans le ciel, lorsque Michaela, Julien et Ernesto retournèrent au village. Le silence à l'intérieur de la voiture était profond, mais différent des autres jours. C'était un silence rempli de pensées, rempli d'émotions. Michaela tenait toujours le journal de son père entre ses mains, comme s'il s'agissait d'un objet très précieux, comme si elle pouvait encore entendre la voix qu'elle avait toujours voulu entendre à l'intérieur. Lorsqu'ils arrivèrent au village, Doña Remedios les attendait sur le trottoir, assise sur un banc en bois, les yeux baissés. Dès qu'elle vit Michaela sortir de la voiture, elle se leva avec difficulté et marcha lentement vers elle. « Viens ici, mon enfant. » Michaela s'approcha et prit les mains de la femme, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. « Doña Remedios, que s'est-il passé ?» La femme prit une profonde inspiration, s'essuya le visage comme pour retenir ses larmes et parla doucement et prudemment. « J'ai parlé à certaines personnes quand tu es arrivée. Ton père est décédé récemment, il y a quelques semaines à peine. » Michaela était sous le choc. « Quoi ?» Il est parti paisiblement. Ma fille resta silencieuse. Il s'est endormi et ne s'est jamais réveillé. Il était solitaire, mais respectueux. Il n'a jamais causé de problème. Il restait la plupart du temps au ranch, tranquille. » Ces mots la frappèrent comme un vent glacial. Michaela porta la main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. « Je suis arrivée trop tard. J'ai lu les lettres et le journal intime. »« Non, » dit Doña Remedios avec tendresse. « Tu es arrivée juste à temps pour comprendre. Il est parti. Oui, mais il a tout laissé là pour toi. Le journal intime, les souvenirs, les regrets. Il t'aimait, mais il ne savait pas comment le montrer. Ils l'ont enterré là, au ranch, près d'un petit sentier, à côté du chemin. » Julien s'est approché et a serré Michaela dans ses bras par derrière. Ernesto a incliné la tête en signe de respect. Personne ne dit rien d'autre. Ils restèrent simplement là, ensemble, pendant qu'elle pleurait. C'était un cri silencieux, douloureux, mais différent. C'était le cri de quelqu'un qui comprend, qui accepte, qui lâche prise. À ce moment-là, elle sut qu'elle ne reverrait plus jamais son père de ses propres yeux. Mais elle sentit qu'elle l'avait retrouvé au ranch, dans les lettres, dans les mots qu'il avait laissés avec tant de soin. Oui, il était mort seul, mais il n'était pas oublié. Michaela l'avait retrouvé. Et même s'il n'y avait pas eu d'étreinte, pas de retrouvailles, pas d'adieu, quelque chose en elle s'était apaisé. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Le soleil n'était même pas encore levé lorsque Michaela demanda à retourner au ranch. Cette fois, elle voulait y aller seule. Julien et Ernesto respectèrent son silence. Ils savaient que c'était un moment qu'elle seule pouvait vivre. Elle marcha lentement le long du chemin de terre, le journal intime de son père serré contre sa poitrine et une simple fleur dans les mains. C'était une fleur sauvage cueillie en chemin avec de petits pétales blancs. Lorsqu'elle arriva près du ranch, elle passa derrière la maison jusqu'à ce qu'elle trouve un petit monticule de terre recouvert de pierres
et d'un morceau de bois griffonné au couteau. Là, sans aucun nom inscrit dessus, se trouvait la tombe improvisée de Thomas. Michaela se tint devant cet endroit et resta là un moment, à regarder tranquillement. Le vent soufflait doucement, ébouriffant ses cheveux et faisant trembler la fleur entre ses doigts. Elle se pencha lentement et posa la fleur sur la tombe avec tout le soin du monde, comme quelqu'un qui touche une blessure déjà refermée, mais qui fait encore mal. Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis, la voix brisée et les yeux remplis de larmes, elle dit « Je ne te déteste plus, papa. Je voulais juste que tu me prennes dans tes bras. » Et à cet instant, le poids qu'elle avait porté pendant tant d'années sembla tomber au sol avec ses larmes. Il n'y avait pas de public, pas d'applaudissements, pas de retrouvailles romanesques. Il n'y avait qu'une fille debout devant la dernière demeure de son père, exprimant avec sincérité ce qu'elle avait gardé en elle depuis son enfance. « Je t'ai attendu si longtemps. J'ai attendu une lettre, un câlin, un signe, et maintenant je comprends. Toi aussi, tu étais perdu. » Elle posa sa main sur le sol, comme si elle voulait toucher son père à travers lui. « Je te pardonne, et plus encore, je te laisse en paix. Repose en paix, papa. » Le vent soufflait plus fort. Michaela ferma les yeux et prit une profonde inspiration. L'odeur de la campagne, du vieux bois et des fleurs fraîches se mêlait au souvenir de l'étreinte qu'elle n'avait jamais eue, mais qu'elle ressentait maintenant, d'une manière ou d'une autre. Elle se leva calmement, s'essuya le visage avec les mains et regarda une dernière fois la tombe. « Maintenant, je peux rentrer. » Et elle partit tranquillement, le cœur plus léger que jamais, car parfois, l'étreinte que nous attendons vient lorsque nous apprenons à lâcher prise. Le trajet du retour fut paisible. La voiture avançait lentement dans les virages, et cette fois-ci, il n'y avait pas d'urgence. Julien conduisait d'une main sur le volant et l'autre sur ses genoux, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir si Michaela allait bien sur la banquette arrière. Ernesto était assis en silence à côté de lui, son chapeau posé sur la poitrine. Michaela regardait par la fenêtre, voyant le monde avec un regard différent. Les arbres lui semblaient plus verts, le ciel plus grand, et le vent qui entrait par la fenêtre apportait une odeur qu'elle n'avait pas sentie depuis longtemps. L'odeur de la vie. Elle était silencieuse. Oui, mais c'était un silence léger, différent du silence des derniers mois. C'était le silence de quelqu'un qui respirait profondément à l'intérieur. Quand elle arriva chez sa mère, Doña Isabel l'attendait déjà sur la terrasse. Quand elle vit sa fille sortir de la voiture, elle laissa tomber le torchon par terre et courut vers elle pour la serrer fort dans ses bras. Elles restèrent là, enlacées, sans rien dire, juste en ressentant. Michaela posa son visage sur l'épaule de sa mère et dit « Doucement, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, maman. Pas comme je l'imaginais, mais je l'ai trouvé. » Elles entrèrent ensemble dans la maison et, pour la première fois depuis longtemps, Michaela se dirigea vers le miroir du salon, se plaça devant et se regarda. Ses yeux étaient encore fatigués, mais ils brillaient d'une lueur différente, une sorte de paix qui vient après la tempête. Elle passa la main dans ses cheveux, ajusta son chemisier et sourit. C'était un petit sourire timide, mais il était sincère. Le premier après tout ce qui s'était passé. Julien le vit et sentit ses yeux se remplir de larmes. Ernesto, appuyé contre la porte, le remarqua aussi. Ce sourire en disait plus long que 1000 mots. « Tu as l'air différente, Mika, » dit Julien, la voix brisée. « Oui, » répondit-elle, « mais pour la première fois, j'aime ce que je vois ici. » L'après-midi passa lentement. L'odeur du café embaumait la maison. La table était dressée et la conversation s'engageait peu à peu, comme quelqu'un qui réapprend à vivre. Michaela ne fuyait plus les questions et ne se cachait plus dans le silence. Désormais, chacun de ses gestes avait une présence. Elle était complètement présente. Et à la fin de la journée, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes et que le ciel se teintait de rose et d'or, Michaela resta seule un moment sur la terrasse, regardant tout calmement. Elle souriait à nouveau, et cette fois, ses yeux étaient vivants, et elle était désormais en paix. La fin de l'après-midi se fondait déjà dans la nuit lorsque Michaela et Julien se retrouvèrent seuls dans la cuisine. La maison était silencieuse, Doña Isabel était déjà allée se coucher tôt, et Ernesto avait pris congé après le dîner avec un sourire discret et un « à plus tard » respectueux. Julien faisait la vaisselle et Michaela, appuyée contre la porte, se contentait de le regarder. Ses yeux, autrefois remplis de tristesse, semblaient désormais plus calmes. Elle s'approcha lentement, vint derrière lui et l'enlaça, pressant son visage contre son dos. « Merci de ne pas être parti » murmura-t-elle. Il s'essuya les mains avec la serviette, se retourna et la serra dans ses bras. Mais cette fois-ci, ce n'était pas n'importe quelle étreinte. Il était long, fort, silencieux, un câlin de retrouvailles.
Ils n'étaient plus le même couple qu'avant. Ils étaient deux survivants, deux âmes réparées, mais plus fortes, plus sincères, avec plus d'amour. « Je pensais t'avoir perdu pour toujours, » dit-il, la voix brisée. « Tu m'as retrouvé, » répondit Michaela, en le regardant dans les yeux. Ils restèrent au là, proches l'un de l'autre, respirant ensemble. Plus tard, assis sur le canapé du salon, Julien prit un vieux cahier contenant quelques notes. Il le montra à Michaela, un peu gêné. « J'ai commencé à écrire des choses sur tout ça, sur toi et sur ce que nous avons vécu. Je ne sais pas si c'est un livre ou juste un moyen de me défouler, mais j'avais besoin de le faire. » Elle ouvrit le cahier, feuilleta attentivement les premières pages et lut les mots écrits d'une écriture serrée, pleine d'émotion. Il parlait de la mort qui n'avait pas eu lieu, du cri d'Ernesto, de la foi de Doña Isabel, de la douleur de ne pas comprendre, de la peur de perdre, du voyage à la recherche de réponses et des retrouvailles avec sa propre âme. « C'est magnifique, Julien, c'est réel. Je veux que le monde sache ce que tu as vécu, qu'il y a de la douleur, mais aussi de la force, que même quand tout semble finir, la vie trouve toujours un moyen de revenir. » Michaela sourit et posa sa main sur la sienne. « Alors écris tout, et si tu veux le raconter, raconte-le tel qu'il était, avec toutes les larmes, avec tous les silences, avec l'amour qui est resté debout. » Il acquiesça du regard, et là, dans cette pièce simple, pleine de souvenirs et d'odeurs de café, une nouvelle histoire commença, écrite avec vérité, écrite avec amour, écrite par quelqu'un qui avait tout vécu et qui avait quand même décidé de continuer. Ernesto Salgado était assis sur la terrasse de sa maison, une tasse de café à la main et le regard perdu. Depuis qu'il avait quitté l'hôpital, les jours avaient été plus calmes, mais aussi pleins de questions. Il avait sauvé une vie, et pourtant, on le traitait comme s'il avait fait quelque chose de mal. Le renvoi lui faisait mal, non pas à cause de sa fierté, mais à cause de la façon dont tout cela s'était passé. Pourtant, il savait qu'il referait la même chose si nécessaire, car là, dans cette pièce froide, c'était son cœur qui parlait le plus fort. Le téléphone sonna un matin comme les autres. C'était une voix inconnue, mais respectueuse. « Docteur Ernesto, nous vous appelons de la faculté de médecine du Texas. Nous avons entendu parler du cas de la patiente Michaela Ramirez. Nous aimerions beaucoup que vous veniez partager votre expérience avec nos étudiants. » Ernesto resta silencieux pendant une seconde, surpris. « Vous voulez que je raconte l'histoire ? » ?»« Oui, docteur. Votre façon d'agir nous inspire. C'est ce que nos étudiants ont besoin d'entendre. L'humanité dans la médecine. » Le jour de la conférence, il entra dans l'auditorium vêtu d'une chemise simple et d'un pantalon sombre, un dossier contenant quelques papiers à la main. La salle était comble. Étudiants, médecins, enseignants, tous attendaient d'entendre l'homme qui, sans suivre les protocoles froids, avait sauvé une vie. Il raconta toute l'histoire sans embellissement, du moment où il avait reçu le corps à celui où il avait senti le pouls de Michaela. Il a parlé de ses doutes, de sa peur, des cris dans la morgue. Il a également évoqué le prix qu'il a payé pour avoir écouté son cœur. La médecine a bien sûr besoin de technique, mais elle a encore plus besoin d'écoute, de présence, de sensibilité pour détecter quand quelque chose ne va pas. Et ce jour-là, je l'ai ressenti. À la fin, il a reçu une ovation debout. Les gens se sont levés, émus, touchés par la simple vérité de ses paroles. Après cela, d'autres invitations sont arrivées, d'autres universités, des conférences, des interviews. Le nom d'Ernesto a commencé à être prononcé avec respect parmi les professionnels. Et bientôt, des offres d'emploi sont arrivées d'endroits qui appréciaient non seulement son CV, mais aussi la valeur d'une personne qui ne ferme pas les yeux sur la douleur d'un patient. Un jour, assis à nouveau sur la terrasse de sa maison, il a reçu une lettre par la poste. Elle venait de Michaela. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une note manuscrite. « Si je suis en vie aujourd'hui, c'est parce que vous avez cru en quelque chose qui ne s'apprend pas dans les livres. Merci de ne pas avoir abandonné. » Ernesto tint la lettre avec tendresse, leva les yeux vers le ciel et sourit, les larmes aux yeux. Il n'avait pas besoin d'un badge. Il avait déjà la chose la plus importante, la reconnaissance de la personne qui comptait le plus, la vie qu'il avait sauvée et la paix de savoir qu'il avait fait ce qu'il fallait. La salle de classe était remplie de rangées de bureaux. L'odeur des nouveaux tableaux noirs se mêlait au doux parfum des fleurs à la fenêtre. C'était la même école que d'habitude, mais ce jour-là, tout semblait différent. Les élèves étaient assis en silence, les yeux curieux et le cœur battant. Certains chuchotaient entre eux, d'autres fixaient la porte, attendant le moment qui semblait être un rêve, le retour de la professeure Michaela. Quand elle entra, le bruit cessa instantanément. Elle se tenait là, les cheveux simplement attachés en arrière, vêtue d'un chemisier bleu clair et arborant un sourire qui exprimait plus que de la joie. Il exprimait du courage. Elle se dirigea vers le devant de la classe,
posa ses livres sur la table et regarda calmement chaque petit visage. Ses yeux brillaient. « Bonjour mes chéris !» Les enfants répondirent doucement, certains les larmes aux yeux. Un garçon au premier rang leva timidement la main. « Madame, vous allez bien ?» Michaela s'avança et s'assit sur le bord du bureau. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je vais mieux. Je suis en vie et je suis très heureuse d'être ici avec vous. » Elle regarda le tableau noir, prit la craie. Mais au lieu d'écrire la leçon, elle écrivit une phrase en grosses lettres bien nettes. La vie fait parfois mal, mais elle en vaut quand même la peine. Elle se tourna vers le groupe et dit d'une voix ferme mais émue. « J'ai appris quelque chose pendant cette période. Parfois, la vie fait peur. Nous traversons des moments si difficiles que nous voulons nous arrêter, nous voulons nous cacher. Mais vivre, revivre, même si c'est effrayant, même si ça fait mal, ça en vaut la peine, car il y a toujours quelqu'un qui nous attend. Il y a toujours un câlin, un mot gentil, un nouveau départ. » Certains enfants sont restés silencieux, les yeux remplis de larmes. D'autres ont souri sans tout comprendre, mais en ressentant ce qui était le plus important. Sa présence là, ferme, humaine, réelle. Et je vous promets qu'à partir de maintenant, chaque cours sera plus qu'un simple apprentissage. Il s'agira de se rappeler que vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Une petite fille s'est levée, s'est avancée vers le devant de la classe et a serré Michaela dans ses bras. Bientôt, d'autres l'ont rejointe. C'était une succession d'étreintes, l'une après l'autre. Et là, entourée de petits bras pleins d'amour, elle a pleuré. Mais c'était des larmes douces et belles. Les larmes de quelqu'un qui avait surmonté la douleur et retrouvé la vie. Ce jour-là, il n'y eut ni cours de mathématiques ni devoirs. Mais tout le monde a pris la leçon la plus importante. Même après l'obscurité, le soleil trouve toujours le moyen de briller à nouveau. L'après-midi arriva lentement, avec ce ciel peint d'orange, de rose et d'or, qui n'apparaît que lorsque la journée se termine paisiblement. Au sommet de la colline, juste derrière la maison simple où Michaela avait grandi, elle et Doña Isabel s'assirent côte à côte sur un banc en bois que son père avait fabriqué quand elle était petite. Toutes deux ont regardé le coucher de soleil en silence, les pieds touchant le sol et le vent soufflant doucement dans leurs cheveux. Doña Isabel tenait une tasse de thé chaud entre ses mains. Michaela, une couverture légère sur les épaules, gardait les yeux fixés sur l'horizon. Le silence entre elles n'était pas dû à un manque de sujet de conversation. C'était la présence, la compréhension, l'amour, qui n'avait pas besoin de beaucoup de mots. Le soleil se couchait lentement, comme s'il savait que quelque chose de spécial se passait là. Michaela prit une profonde inspiration, humant l'odeur de la terre humide, écoutant le chant des grillons qui commençait déjà. Ce n'était pas seulement la fin d'une journée, c'était la fin d'un cycle et le début d'un autre. Elle se tourna lentement, regarda sa mère et, les larmes aux yeux mais avec le sourire le plus paisible qu'elle ait jamais eu, murmura « Je suis vivante, maman, et maintenant je suis libre aussi. » Et c'était ça. Doña Isabel saisit fermement la main de sa fille et ferma les yeux, submergée par l'émotion. Elle ne dit rien, se contentant de poser sa tête sur l'épaule de Michaela. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu entendre. Plus que le retour de sa fille, c'était le fait de savoir qu'elle s'appartenait désormais à elle-même, qu'après tant de souffrances, tant de ténèbres, Michaela était enfin revenue à elle-même. Le soleil se cacha derrière les montagnes, laissant le ciel se parer des dernières couleurs du jour. Et sur ce banc en bois, le cœur pur et plein de courage, Michaela acheva le plus grand voyage de sa vie. Un voyage qui avait commencé dans le silence de la mort et s'achevait dans la liberté de vivre pleinement.